Salut, c'est Régis, merci beaucoup d'avoir lancé cet épisode. Cet épisode, on l'a enregistré le 10 décembre en live, face publique, au Petit Kings à Saint-Gilles. N'hésitez pas à aller voir sur le site du Kings pour voir tous les spectacles qu'ils organisent au Petit Kings. Il y a plein d'anciens invités du podcast qui jouent là régulièrement, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Voilà, ça a été un énorme plaisir d'enregistrer avec PE, dont je suis la carrière depuis très longtemps. Je suis fan de lui, j'ai tout suivi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Vous allez l'entendre dans l'épisode, je ris très fort. Ça sature un petit peu avec mes rires, j'en suis désolé. Au niveau du son, la qualité est correcte, mais je pense que si je refais un épisode en live, j'essaierai d'améliorer un petit peu ça, parce qu'on a fait avec les moyens du bord. Mais voilà, j'espère que ça va pas vous gêner pour l'écoute. Moi, je trouve que ça va, mais que ça peut s'améliorer. Et donc, comme je parle de qualité sonore, il y a quelque temps, j'avais lancé une campagne de financement participatif, un crowdfunding, pour m'aider à acheter du meilleur matériel pour le podcast, donc pour des enregistrements qui ne sont pas en live, mais qui sont à la maison. J'avais placé un objectif qui était à 700 €, que je ne pensais jamais atteindre, mais les gens ont été particulièrement généreux, ce qui fait que j'ai dépassé ce palier, donc j'ai rajouté d'autres paliers et donc j'ai même pu acheter du matériel encore meilleur pour les prochains épisodes que vous entendrez bientôt. J'en ai déjà enregistré 2 avec ce nouveau matériel qui est incroyable. La comparaison est impressionnante. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer ça. Voilà, je voulais juste en profiter parce que j'ai atteint 1005 pour cette campagne de financement. Je pensais vraiment pas atteindre une somme pareille. J'ai pu acheter du matériel dont je ne rêvais même pas d'avoir. Donc voilà, merci vraiment énormément à ceux qui ont participé. J'ai envie de les remercier tous. Donc si vous avez envie de passer, parce que c'est un petit peu long et que vous n'avez pas participé, n'hésitez pas à passer. Donc merci Annie, merci Lucas Nives qui a participé 2 fois parce qu'il voulait vraiment qu'on dépasse le palier final. Il y avait Valentin, il y avait Antenna, il y avait ma petite sœur Romane, il y a également un collègue au podcasteur Geoffrey Deloup qui a le podcast Et c'est encore, que je vous invite à aller écouter. Il y a également Frédéric Stefanetti, il y a Stéphanie Gernier, une collègue humoriste, il y a Pierre PPA, il y a Tom Widar qui est un ami de l'impro, Alex, Étienne, mon coach d'impro, il y a Zora, une autre humoriste, Lucas comme je vous ai dit qui a participé 2 fois, il y a Gio, une humoriste que j'ai la chance de croiser sur les plateaux anglophones, il y a Stéphanie, ma belle-sœur, merci beaucoup, il y a Anis Rally qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube que je vous invite à aller voir, qui a commencé l'humour il y a pas si longtemps et qui me fait beaucoup de retours sur mes podcasts, donc merci à lui. Il y a Nicolas Mazzoni qui est aussi un collègue humoriste qui organise le Glue Comedy Show, qui est un show caricatif contre les violences conjugales que je vous invite également à aller voir. Il y a mon amie Fanny, il y a Aubin, Mathilde, il y a Yacine Bellous, ça m'a tellement fait plaisir qu'il fasse un don pour le podcast, car c'est un de mes humoristes préférés de tous les temps, donc merci à lui. Il y a Bourdon 453, merci à lui. Il y a ma belle-mère, Manu, qui a participé. Il y a Steph, il y a Blandine, Virginie, Kimberley, il y a Geoffrey, Christelle, qui du Schnie Comedy Club, qui a également donné. Il y a Miski, ou Miskit, désolé, je ne sais pas comment on le prononce. Il y a Grégory, il y a Bartolo, Lucie, Corinne, Yuri Nawara, qui est aussi un collègue humoriste que je vous invite à aller voir parce qu'il cartonne en ce moment. Il y a mon petit papa qui a participé à la collecte. Il y a également Jérôme et ma marraine qui ont participé. N'oublions pas ma copine et monsieur Guillaume qui ont participé à cette collecte. Merci à vous tous. Je suis vraiment très reconnaissant de voir que des gens me soutiennent dans ce projet. Il y a des auditeurs, il y a des amis, il y a la famille. Donc voilà, c'est le petit moment reconnaissance du jour. Merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Et j'ai hâte de proposer plein d'épisodes super cool. Il y en a déjà 2 qui sont enregistrés, qui sont prêts pour début janvier. Et il y en aura plein d'autres. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour le podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Si vous voulez me voir moi sur scène, je mets toutes mes dates à chaque fois sur mon Instagram, donc Régis Canon humoriste. Et j'anime une soirée tous les mardis au Réservoir. La dernière, c'est ce mardi 19 décembre. Mais on reprend après le mardi 9 janvier. Donc tous les mardis, c'est une soirée test où les humoristes viennent tester des nouvelles choses. Et où moi, je teste à chaque semaine. Donc c'est vraiment une chouette ambiance avec une chouette salle. J'adore le Réservoir. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller venir voir ça. À bientôt. Que ce soit dans un épisode de podcast ou sur scène, ça me fera plaisir. Bon épisode. Bonjour à tous. Bonjour, vous allez bien? Merci beaucoup d'être venu assister à l'enregistrement de mon podcast Humeur humoristique. Qui connaissait le podcast avant de venir cet après-midi? 2 personnes dans le fond. Merci d'avoir sauvé mon ego. Je vois que mon podcast cartonne. Ben voilà, ça fait plaisir. Donc vous êtes tous venus pour PE, on est d'accord? Oui, merci. Voilà, ben ça c'est fait. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un podcast dans lequel je reviens sur tout le parcours de mes invités dans les détails. Mais aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que j'ai déjà eu
PE dans le podcast. J'ai déjà fait un épisode avec lui, on a retracé toute son histoire de sa naissance à mai 2020. Donc là, on va reprendre sur les 3 dernières années. C'est un petit épisode mis à jour sur les 3 dernières années. Est-ce que ça vous dit d'écouter ça? Si c'était pas le cas, c'est vraiment triste pour moi. Mais donc, je vais vous demander d'accueillir mon invité du jour. Après son passage dans mon podcast, sa carrière a décollé, son nombre de fans a triplé, ses salles sont sold out. Coïncidence? Je ne pense pas. Après, certains diront que c'est grâce à ses chroniques toujours hilarantes, ses excellentes vidéos qui ont explosé pendant la pandémie, à ses spectacles incroyables. Mais aujourd'hui, on va dire que c'est grâce à mon épisode. Avec lui, veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour l'excellent PE. Bonjour. Salut PE. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Mais avec plaisir. J'ai trouvé ça drôle que tu lises la description de ton propre spectacle. Ouais, même podcast. Même moi j'avais un doute. Un podcast qui parle de quoi? Mais je vais démarrer direct parce que je sais que j'ai tendance à dépasser le temps et là il y a un autre podcast après. Ouais. On va y aller directement. D'accord. Dans les questions directement. Eh ben, merci de m'avoir reçu, c'était top. Donc tu viens de terminer la tournée avec ton spectacle PE raconte des histoires drôles. T'as vendu plus de 25 000 billets sur cette tournée. On va revenir sur tout ça juste après. T'enchaînes directement maintenant avec le rodage de ton nouveau spectacle. T'avais pas envie de faire une petite pause entre les deux? Non. Ok. Non. Bah finalement ça va aller vite pour les questions. Non, j'ai alors je sais pas si je vais garder ce passage-là parce que dans le rodage je le dis puisque j'ai beaucoup d'artistes qui m'ont fait la même réflexion en disant mais enfin t'attends pas et moi je me dis c'est un vrai métier en fait et tu sais on connaît pas un maçon qui après un chantier se dit là je vais faire une pause de 6 mois me recentrer réfléchir comment je vais appréhender mon prochain chantier. Je me suis dit tu sais et surtout beaucoup d'artistes et j'en fais partie on dit pour avoir des choses à raconter faut en vivre et honnêtement quand tu pars en tournée tu vis beaucoup de choses ce qui fait que par extension elle avait des nouvelles choses à raconter et je me suis dit je vais pas bouder mon plaisir ni le plaisir des gens qui apprécient ce que je fais puisque je reçois des messages me disant c'est quand le prochain et là j'ai la chance de pouvoir dire c'est maintenant. Trop bien. Mais t'as déjà joué ce nouveau spectacle 7 fois. Et ouais ça va vite hein. À fond. Chaque fois sold out. Comment sont passées les premières? Très intéressant. Il y avait des très bonnes choses et il y avait aussi des choses très très mauvaises. Ok. Et mais c'est comme ça qu'on peut le construire. Mais globalement je suis confiant pour ce prochain spectacle. Et qu'est-ce qui change entre ce spectacle et le précédent? Il y a une mise à nu plus forte puisque j'aborde des sujets plus complexes. Enfin, j'aborde la fausse couche qu'on a connue avec ma compagne et en fait, c'est né d'une fois j'avais besoin de vider mon sac et dans la salle en fait, je le savais pas, mais après le spectacle, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui étaient là qui m'ont dit on a vécu la même chose et je me suis dit c'est dingue, un sujet aussi intense qu'on n'en parle jamais. Et donc, à proprement parler sur le sujet même, j'ai rien de drôle à dire puisqu'il n'y a rien de drôle. Mais tout ce qui va autour, les non-dits, les maladresses, il faut continuer d'avancer. Là, par contre, il y a beaucoup de choses à dire et on peut arriver sur un rire. Et à part ça, est-ce que t'abordes autre chose? Je suppose tu fais pas un spectacle que là-dessus. Oui, je parle de foot aussi à un moment. C'est beaucoup plus léger. Ça reste un spectacle comique. Faut pas non plus que ça plombe l'ambiance. Mais et voilà, finalement, c'est la vie. C'est rempli de plein de choses. Il y a des moments qui sont plus délicats, il y a des moments plus légers et donc voilà, là j'essaye d'avoir les deux dans le spectacle. Mais ce soir vous êtes plus ou moins 2000 dans la salle. Qui a déjà pris ses places pour le rodage? Alors c'est moi qui bois mais c'est toi qui vois 2000 personnes et ça c'est intense. C'est juste audio donc je peux dire ce que je veux, tu vois. C'est ça qui est bien. Bonsoir 2000 personnes. Personne n'a pris sa place encore pour le rodage? Voilà, c'est ton ego, c'est qui prend. Mais mon ego le vit bien. Mais c'est un truc que j'ai appris justement à force de monter sur scène. À un moment donné, l'ego, il faut le mettre de côté. Hein, je veux dire, peu importe ce que tu fais dans la vie, il y aura toujours des gens qui seront avec toi ou pas du tout. Et donc, le truc, c'est qu'ici, quand tu es arrivé, tu vois, je veux dire, même si les gens n'ont pas encore spécialement vu ce nouveau rodage, il y a déjà des gens qui m'ont dit on aime bien ce que tu fais, j'ai déjà fait des photos. Enfin, il y a quelque chose. Les gens se sont déplacés parce qu'ils avaient envie d'écouter ce qu'on avait à raconter. Donc, en soi, l'ego, il a déjà été flatté. J'avoue. Ce qui aurait été très dur, c'est de se dire on a fait un podcast en public et personne n'est venu. Là, ça aurait été vraiment genre bon, grosse ambiance. Ça marche. Mais en tout cas, tardez pas pour prendre les places parce que déjà la majorité des dates affichent complet. Bravo, PE. Merci. Bravo les gens de suivre le bon clic. Tu vas aussi roder ce spectacle tous les mardis de décembre à mars au Grand Kings. Pour le moment, c'est pas exactement de décembre à mars, c'est en décembre et en mars. Ok. Je fais pas janvier et février parce que je vais mettre à la campagne.
Ok. Voilà, c'est une explication qui suffit. Ça marche. Et comment t'envisages la suite? T'as déjà des idées pour le titre du spectacle, des lieux où tu veux jouer, des objectifs que t'as avec ce spectacle vraiment ou... Ben j'aimerais bien déjà retourner dans toutes les salles. Peut-être pas toutes, mais. Ok. On va y revenir. Mais j'aimerais bien. Déjà avec le spectacle précédent, en fait, j'ai eu la chance d'aller faire quelques dates en France. Je me suis marré comme un dingue puisque moi j'aime pas les comparaisons, tu vois, d'un public à l'autre, puisque en soi déjà en Belgique on n'a pas les publics les mêmes en fonction de la ville où on se trouve. Et en soi, je pars du principe, les gens qui se déplacent pour un spectacle comique, c'est des gens qui normalement ont envie de rire. Et donc là où j'ai été en France, je me suis marré. Sauf que l'impact des vidéos n'est pas du tout le même entre la Belgique et la France. Ce qui fait que genre à Marseille, j'avais 17 personnes et dans les 17, il y en a une qui dormait. Ok. Au premier rang, donc je l'ai pas dérangé. Je me suis dit, il s'est déplacé pour passer un bon moment et à l'évidence, le moment est bon. Mais mais ouais, donc il y a eu la France. J'ai été en Suisse et c'est vraiment génial d'aller jouer en Suisse. J'ai eu la chance aussi d'aller au Luxembourg. Enfin, alors là c'est particulier parce que j'ai été jouer au Luxembourg, mais ce sont des Belges qui sont venus me voir parce que c'est pas loin. Je crois que les seuls Luxembourgeois qu'il y avait dans la salle, c'était les organisateurs. Ok. T'as joué au Congo aussi? J'ai été au Congo, mais j'ai joué pour des Belges qui vivent au Congo, d'accord. Mais qui avaient aussi des origines diverses et variées. Mais par contre, j'ai pu rencontrer des humoristes congolais. Ça, c'était vraiment dément de pouvoir parler avec eux, de pouvoir échanger, parce qu'il y a, au final, on cherche la même chose, faire rire, mais il y a des codes qui sont un peu différents. Là, je parlais, malheureusement, j'ai un trou de mémoire sur son nom parce que c'était pas un nom de scène, c'était un jeu de mots pour son nom de scène et je l'ai oublié. On rajoutera dans la description de l'épisode si tu le retrouves. Ah oui, mais ça, avec grand plaisir. Ça marche. Et lui, il m'expliquait, par exemple, qu'il n'osait pas du tout faire de blagues sur la religion catholique. Okay. Parce que ça passe moyen. Et du coup, moi, quand il m'a dit ça, j'étais là, oh, le défi. Oh, le bonheur. Et donc voilà, mais bon, après, c'est ça qui est amusant, c'est de voir cette beauté dans le discours où il est en train de parler de sa culture, des échanges qu'il a avec sa famille, de la pudeur qu'il a par rapport à certains sujets, et après de le voir parler avec d'autres humoristes, de là, oh, il y a plus de pudeur là maintenant. Et ça, j'ai trouvé ça complètement génial. Et puis j'ai été aussi jouer au Canada où là, c'était encore autre chose. Mais c'est dément en fait d'aller dans tous ces endroits puisque au final, on arrive à connecter avec tellement de gens. Et donc j'espère avec ce nouveau spectacle réussir à faire au minimum ça. Et est-ce que tu penses à déjà un titre pour le spectacle? C'est quelque chose auquel tu réfléchis? Oui, ça va être ça s'est pas passé comme prévu. Ça marche. Vous avez une exclue, sympa. C'est bien. Ouais. Oh, avec plaisir. Pour terminer avec ton actualité, tu seras dimanche prochain à l'auditorium Jacques Brel aux côtés de Pablo Andrés, Manon Le Pomme, Cody, Dena, Nicolas Lecroix pour le Noël de PE. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce spectacle? Non, vu que je connais pas le spectacle en soi. Enfin, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour faire un plateau. C'est un prétexte. On s'est dit bon, c'est la période de Noël, donc faisons un spectacle qui s'appelle le Noël de PE. Puis j'ai juste invité des gens que j'aime bien et je vais les présenter. Et après, moi, je ferai à mon avis des gags par rapport à l'actualité, mais juste envers Noël, puisque sinon l'actualité du moment. C'est pas des plus joyeuses, mais il faut aller chercher vraiment dans des fins fonds retranchements de la Sibérie pour avoir un truc drôle à dire là, mais non, donc oui, c'est par rapport à Noël, juste leur ai dit venez, faites ce que vous voulez, vous avez chacun 15 minutes et comme il n'y a pas la télé, c'est pas enregistré, c'est vraiment faites ce que vous voulez. Okay. Parce que le spectacle vivant a ça de beau que, c'est à la limite, tu fais une blague un peu en dehors des clous, les gens vont pas t'en vouloir, quoi. Ils vont pas faire, c'est un scandale. C'est juste, ok, c'était une blague un peu. Ok, ça veut dire que t'as prévu des blagues qui sont potentiellement en dehors des clous. C'est pas ton genre. Non. Est-ce que j'ai oublié des choses par rapport à ton actualité? Non, ça m'avait l'air assez complet. Merci. Bah non, merci à toi, je veux dire. Mais alors, dans le podcast, tu sais, moi j'aime remonter le temps. Dans notre premier épisode, on était remonté à ton enfance. Là, on va juste remonter en 2020. On a enregistré en mai 2020 ensemble. On est en pleine pandémie. On enregistre un podcast à distance. Il y a un petit barbecue qui se prépare pour toi. Jusque-là, personne n'est choqué. Non, c'est vrai. Je me reconnais bien. Et dans l'épisode, tu m'expliques qu'il y a tellement de gens qui font des blagues sur les réseaux sociaux que toi tu as peur que les gens se lassent, tu hésites à ne plus poster sur les réseaux sociaux, et en même temps, t'as très envie de distraire les gens. Est-ce que tu penses que tu as bien fait de continuer à poster sur les réseaux sociaux? Ça dépend les sujets.
d'après les retours que j'ai eu des gens, je pense que j'ai bien fait. Même si pour le moment je freine un peu, dans la mesure où je préfère l'échange quand je suis sur scène que la vidéo. J'ai pas de retour en fait, donc si je vois les commentaires, mais c'est un conseil que j'avais eu de Pablo Andrés où il dit ne regarde pas les commentaires négatifs et ne regarde surtout pas les commentaires positifs, parce que humainement il y a rien à faire, t'es génial, t'es formidable. Il y a quand même une partie de toi qui fait oui, c'est moi, je me reconnais. Et puis dès que tu vois un commentaire négatif, t'es là, qu'est-ce qu'il a pas compris, tous les autres étaient formidables. Et donc oui, faut garder une certaine distance. Le truc, c'est que là, comme on était confinés et que il y avait une espèce d'énergie, on vit tous la même chose au même moment. Finalement, je me suis dit allez, youpi, j'y vais. Là actuellement, ça fait genre 1 mois et demi que j'ai pas publié de vidéo, dans la mesure où je me dis juste j'ai rien à dire. Et donc je me force pas à... Parce que parfois on me dit mais tu fais plus de vidéos. Je dis oui mais bon j'ai rien à dire. J'ai beau regarder l'actualité, je fais okay. Je suis toujours sur le fait que la guerre de Mons c'est pas terminé. Mais je l'ai déjà dit tellement de fois qu'à un moment donné c'est pas très utile de le ressasser non plus tout le temps. Ça marche. Et ton Montois, moi j'aime toujours cette blague mais. T'es de Montois? Bah je suis Montois, oui. Oh. Bah oui. Bah voilà. C'est pas comme si ça faisait presque 10 ans qu'on se connaissait. Mais la Belgique est tellement un village que ça. Dans ma tête, j'oublie qu'il y a des villes. Ouais, on vient d'ici, quoi. Mais moi, c'est à Mons que je t'ai rencontré quand t'es venu faire le festival Montois du Rire, à l'époque. Oh, waouh, c'est 2013, ça. Ouais, c'est ça. T'as vu? Je me rappelle quand même de certaines choses, hein. J'ai aussi dit il y a 10 ans, ça a aidé. Ouais, je calcule vite. Ça marche. Pendant le confinement, t'as publié beaucoup de vidéos. Les premières vidéos sur le comité de concertation, ils faisaient plusieurs milliers de vues. Mais non, ça s'est passé en 2 temps. En fait, il y a 2020 où j'essaye un peu de commenter, mais sans prendre position, parce que je suis pas un spécialiste de ça. Mais je suis un être humain comme tous les autres. Du coup, quand j'entendais ce qu'on nous proposait comme restrictions sanitaires, de temps en temps, j'arrivais quand même à pourquoi. Et le truc, c'est que 2020, c'est quand on commence la pandémie, quand on commence le premier confinement, donc mars 2020. Là, en termes d'audience, moi j'ai 15 000 abonnés sur Facebook. Et c'est vraiment pas les vidéos politiques qui ont le plus fonctionné. Et on arrive en juillet 2020 où là c'est la vidéo avec Nabila et son vélo. Nabila et son vélo. Et en fait, moi quand j'ai vu cette vidéo, je me suis juste dit, si c'était ma meilleure amie qui me disait ça, comment je réagirais? Et donc j'ai fait la vidéo où j'avais pas spécialement envie de me moquer d'elle, puisque en soi, moi, ce que je pense profondément, c'est que c'est une entrepreneuse qui a quand même mené sa barque de dingue, vu qu'elle a la tête d'une belle entreprise. Donc au final, j'ai juste envie de dire bravo. Et il y a une partie d'elle où honnêtement, j'ai envie de faire des blagues, parce que moi je fais partie des gens qui pensent qu'elle en fait trop par moment, mais exprès. Et donc je m'étais juste dit, en voyant ça, si c'est ma meilleure amie, qu'est-ce que je répondrais? Et donc j'ai fait la vidéo, mais je l'ai faite, et d'abord je l'ai juste envoyée à des amis, et ils me disaient tous, c'est tellement drôle. Ça m'a donné une petite confiance. Et donc je l'ai publiée, et alors là, en 2 nuits, je suis passé de 15 000 abonnés à 30 000. Et ça, c'est juillet. Et cette vidéo-là fait plus de 9 millions de vues. Ouais, mais alors c'est en 2 temps aussi, parce que elle a plafonné à 2 millions de vues, parce que bon, comme c'était la première vidéo de ma vie qui buzz, j'ai regardé souvent les stats. Ouais, je comprends. J'ai suivi de près le truc en me disant, tiens donc, tu sais, j'ai regardé les likes, j'ai regardé les partages. C'est comme si tu gagnais à l'euro-million, quoi. T'es là, mon Dieu, c'est pas tous les jours que ça arrive, quoi. Donc il y avait quelque chose de... Et le truc, c'est que mes amis les plus proches vivaient ça avec moi. Je recevais des messages, t'as vu? Et puis j'étais là, non, qu'est-ce qu'il faut que je vois? Ils me font 2 millions de vues. J'étais là, ah oui, ça j'ai vu. Parce que je les regarde toutes les heures. Mais... à un moment donné, tu sais, ça plafonne, et donc j'en parlais avec un ami justement à un barbecue qui disait ouais, j'ai regardé aujourd'hui, elle est à 4 millions. Et donc j'étais là, quoi? Et donc ça faisait un moment que je l'avais pas regardé, et effectivement en fait cette vidéo a eu 3 vagues de buzz. Je la publie, boum, elle arrive à 2 millions, puis elle plafonne. Donc à un moment donné, le temps passe, machin, puis bon, j'arrête un petit peu de regarder les stats parce que sinon je deviens fou. Et puis quand il me dit 4 millions, j'étais à 4 millions, et en fait le jour où il me dit ça, je sais pas qui, mais il y a sûrement un compte important qui a dû la republier ou la repartager. Et en fait, elle a grimpé à 9. Sauf qu'elle a fait ça en 1 nuit.
Et donc en une nuit, vraiment, mon ego a fait alors là, mon bonhomme. mais non, mais parce que ça donne. Et alors oui, ça a commencé à donner beaucoup de visibilité. Et moi, je continuais, mais vraiment le moment qui déclenche la grosse visibilité, c'est le 18 janvier 2021 où là, je fais une vidéo qui fait 14 millions de vues en une semaine. Avec les fake books. Ouais. Et honnêtement, là aussi, bon, j'ai regardé le truc, j'étais tout content, mais j'étais bon, j'en ai fait plusieurs des vidéos et pour moi, c'était vraiment pas la meilleure. Ok. Et donc, il y en a d'autres qui faisaient moins de vues où j'étais là, celle-là, elle pourrait peut-être. Et ce serait laquelle la meilleure pour toi? C'est ta préférée? Il y en a une que j'ai fait avec Macron, enfin pas vraiment avec Macron, ouais. mais que j'ai bien. Drôle, mais... Ouais, j'aimais bien, mais ouais. Honnêtement, celle avec Macron, je sais pas, j'aimais beaucoup et puis bon, ça a pas marché du premier coup. Mais suite, en fait, au buzz des fakebooks, toutes les autres vidéos ont refonctionné. Donc, ça a fait des vagues de visibilité en permanence. Mm-hmm. Et c'est là où, après, les salles ont commencé à vraiment se remplir puisque, les salles ont été réouvertes. À ce moment-là. Ouais. Mais moi, je suivais l'évolution des mesures sanitaires en regardant tes vidéos. Ah bah oui. Parce que toutes les vidéos du comité de concertation, est-ce qu'il y a des gens qui étaient comme moi qui attendaient la vidéo de PE à chaque semaine? Ouais, on est d'accord. Oui, vous me faites peur, ok. Mais non, mais parce que c'est vrai, moi aussi je recevais ce genre de message en disant dès qu'il y avait une conférence de presse, moi je recevais comme message vivement ton débrief parce qu'on les écoute plus, on t'écoute toi, j'étais là mais on est dans la merde hein, les gars. Parce que moi je fais de l'humour et dans l'humour il y a de la mauvaise foi, on grossit le trait. Bon là il y avait pas beaucoup à grossir. Voilà. Mais tu grossis un peu le trait et puis en même quand je regardais une conférence de presse, il y a des fois je me disais la phrase qu'il a dit à la fin, si je la mets au début, ça devient extrêmement drôle pour beaucoup de choses. Et vraiment il y a des gens quand t'as dit ça, j'étais là mais c'est une blague. Et puis finalement il y a le fait de se rappeler que tout le monde a traversé cette période à sa manière, puisque chacun vit sa réalité comme il la vit. Et il y a des gens à qui ça a amené une virgule dans leur quotidien, et ça a amené une respiration, un moment d'échappement. Et en fait, c'est ces gens-là, parce que quand je voyais les messages, moi, moi je suis une éponge en plus, donc je vois ça et je me dis putain, il y a des gens qui en ont besoin. Et je savais pas que j'en avais besoin aussi, mais ils m'ont fait comprendre que j'en avais besoin, et donc putain, on s'est soutenus. Moi, je faisais les blagues, ils rigolaient. C'est comme si j'étais cuisinier et que je donnais le bon plat. Ok. Moi, je fais partie de ces personnes à qui tu as donné une petite virgule. J'ai vu, t'as pris un peu. C'était nul comme commentaire, mais non, mais jusque là, j'étais content. Moi, je passais un bon moment et tout. Mais non, mais il y avait cet échange et donc, moi, les messages que je recevais me nourrissaient parce que c'est le truc, c'est que je préfère le contact avec le public parce que je veux dire, quand t'es sur scène, t'entends les rires, mais s'il y a pas un rire, tu vois si les gens tirent la gueule ou s'ils sourient. Mm-hmm. Ce qui donne quand même un indice sur comment se déroule la soirée. Tandis qu'en vidéo, je vois pas les gens, donc je sais pas s'ils rigolent, je sais pas s'ils sourient. Et s'ils tirent la gueule, je le sais parce qu'ils le mettent en commentaire. Ouais. Mais il y a pas l'échange humain. Mm-hmm. Et donc, quand je recevais ces messages-là, je me disais, je fais pas ça non plus pour rien. Et ça s'est transformé en fait que les gens viennent voir. Et du coup, c'est cool. À fond. Mais comment tu procédais pour créer les vidéos, les sélectionner? Parce que avec les vidéos de ce type d'influenceurs, t'avais du choix, quoi. Qu'est-ce qui faisait que tu en choisissais une en particulier plus qu'une autre et que tu disais, c'est celle-là que je vais traiter plus que... Mais en fait, il y a tellement d'influenceurs qu'il y a un choix. Hein. Là, j'en parle un peu dans le nouveau spectacle, mais je suis un ancien vendeur. Mm-hmm. Et donc, quand je regarde un influenceur, je me dis juste quel est le produit que tu proposes, quel est ton argument de vente et le prix de ton produit. Moi, si je répète ce que lui ou elle a dit, j'obtiens un rire. Je n'invente rien. Et c'est comme avec les politiciens. Je n'invente rien, je répète. Et boum, drôle. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup, et puis après, c'est juste partir du principe que tout le monde est amené dans sa vie à dire une connerie. Et donc, moi, je partais du principe, l'influenceur, il a dit une connerie. Ou l'influenceuse. Je vais la répéter. Juste la répéter. Mais je partais du principe, comme avec la première vidéo sur Nabila, si c'était mon meilleur ami ou ma meilleure amie qui avait dit ça, c'est quand t'as un pote justement qui dit une bêtise, le premier réflexe c'est t'en répètes un peu. Et il y avait cette espèce de dynamique où moi je me disais, j'espère que la personne que je cible va rire. La seule personne sur qui j'ai pas cette démarche de me dire c'est ma cible et il faut qu'il rigole,
c'est Di Rupo. Tous les autres, même moi, Di Rupo, il peut entendre mes blagues, ne pas les aimer, je m'en fous. Mais tous les autres, j'espère qu'ils vont rire. Et j'avais eu un échange, c'est une influenceuse québécoise qui avait fait une vidéo. Alors elle est aussi TDS et elle a mis des gummy bears dans son derrière et elle a fait une vidéo et là-dessus moi j'ai rebondi et elle m'avait envoyé un message en disant qu'elle avait trouvé ça super drôle. Et en fait, du coup, on est resté en contact parce que je m'étais dit, c'est tellement génial de voir le recul qu'elle a par rapport à la situation et de juste dire, oui, parce que c'est toujours une position un peu facile de se dire, oh, t'as vu, il dit ça, c'est comme la fille qui vendait l'eau de son bain. Il y a un côté genre, elle vend l'eau de son bain et te dire, c'est pas elle qui me fait le plus rire. Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est l'acheteur. C'est l'acheteur, c'est parce que j'ai l'eau de ton bain, je veux dire, à la limite, t'as pas de bain chez toi, je peux comprendre, mais il y en a quand même beaucoup qui en ont un. Oui. Je l'ai fait couler l'eau. Mais elle avait vendu ses P dans Zeboko aussi après. Oui, c'était un business plan formidable. C'est pas mal. Mais en tout cas, merci pour ces vidéos. Mais en parallèle de ces vidéos-là, tu faisais aussi encore des chroniques à ce moment-là chez Energy, dans le Wake Up Show. Ah au oui. début 2020. Oui. Après l'émission, je pense qu'elle n'a pas été reconduite et donc toi non plus chez eux. J'ai fait 2 saisons, c'était 2019 puis 2020. Ouais. En fait, quand on est confiné, il y a le truc, l'émission se fait plus ou moins en présentiel. Enfin, t'as le co-animateur qui est dans un studio, l'animateur qui est dans un autre. Et donc moi j'étais le seul à venir dans le studio avec l'animateur et bon bah c'est un truc où l'ambiance est un peu bof. Et puis la matinale a été remaniée, donc moi j'ai pas été reconduit. Et pendant 1 an finalement je me suis dit je veux pas faire de radio, donc je suis juste resté chez moi puisque bon bah c'est chouette. Il y a pas de prise de tête et c'est grâce aux vidéos que j'ai fait chez moi que Tipeee m'a appelé. En août 2021, tu l'annonces que tu es chroniqueur tous les mardis matins sur Tipeee. Ouais. Est-ce que toi, t'aurais des conseils, parce que maintenant tu as une expérience dans les chroniques, pour des humoristes qui voudraient s'essayer à cet exercice de la chronique? À l'exercice de la chronique? Ouais. Non, en fait, j'ai pas de conseils. Mais non, mais enfin, tu sais, c'est les conseils un peu bateaux, genre, intéresse-toi un maximum à tout ce qui se passe. Déjà, ça dépend quelle chronique tu veux proposer. Parce que tu sais, moi, par exemple, quand j'étais sur Énergie, je me disais j'ai pas les épaules pour développer juste un propos. Donc quand j'étais sur Énergie, je faisais la semaine. Ce qui se passe toujours des trucs tout le temps, tu vois, genre lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça nourrissait la chronique. Et puis après, je crois que c'est ça, c'est quand t'as le premier confinement, je commence un peu à m'intéresser à la politique pour essayer de comprendre. Bon, ça m'a pas aidé, mais je découvre un univers en fait hyper intéressant, effrayant, mais intéressant puisque il y a des personnalités qui sont vraiment attachantes, pas spécialement besoin de partager toutes les idées, mais je me souviens genre quand c'est Sophie Wilmès qui est première ministre du pays, je partage pas toutes les idées de cette personne, mais je sais pas pourquoi je me sentais serein parce que je l'entends parler et moi j'ai vraiment l'impression d'avoir face à moi quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Et quand elle parle, c'est clair, c'est précis, je suis pas d'accord avec tout, mais je me dis, cool, je vois plus ou moins où on peut aller. Et puis, on a Alexander De Croo qui débarque, et là, vraiment, je me suis dit, putain, lui, il aurait pu être à la barre du Titanic, et même sans l'iceberg. Mais c'est vraiment, enfin, c'est l'image que j'ai. Après, encore une fois, c'est très simple de faire de l'humour sur les politiciens, mais ils ont une position que j'aimerais pas avoir. Et donc voilà, mais bon, après c'est la règle du jeu, ils font de la politique, je fais de l'humour, on va se rejoindre à un moment donné pour des blagues. Mais donc je m'intéresse à ça, et quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, par rapport aux chroniques, je me suis dit, ok, il y a moyen de développer un sujet plus large, mais je pars du principe que je vis en Belgique, et je m'intéresse d'abord à ce qui se passe dans mon pays, et après, il se passe des choses ailleurs, et donc, est-ce que je peux faire un clin d'œil à l'actualité mondiale? Oui, non, en fonction, mais toujours pour revenir sur ce qui se passe en Belgique. Et donc, le conseil, c'est s'intéresser un maximum, et alors, comme c'est un exercice qui requiert de se renouveler très rapidement, écrire beaucoup. Écrire, ne pas avoir peur vraiment d'écrire, et c'est grâce aux chroniques que j'ai justement appris de ne pas tomber amoureux de mes blagues. Parce que quand tu fais que de la scène, le jour où t'as un sketch qui commence à bien fonctionner, genre le premier sketch, tu t'y accroches fort, t'es là, celui-là, j'ai des rires, et je le joue, mais parfois, tu le joues 4 ans, et tu poses la même question, c'était comment? T'es là, ça fait 4 ans que tu le joues, en fait, hein, donc,
C'était comme il y a 2 ans. Et une fois que tu fais de la chronique, ben genre là le mardi matin, il y a une chronique, boum, ça se passe bien, t'es là, waouh, génial, puis bon ben allez, on passe à autre chose. Ah Et donc c'est apprendre justement à ne pas aimer son matériel. Est-ce que c'est encore intéressant de faire de la radio? Parce que moi j'ai l'impression que c'est surtout tes vidéos qui t'ont amené des gens dans les salles et tout ça, mais est-ce que tu penses que la radio y a contribué aussi? Ouais, je pense que c'est intéressant pour plein de gens, puis ça permet à plein d'artistes de pouvoir se développer. Actuellement sur Typique, il y a Florent Lawson Oui, qui fait le jeudi matin. J'adore ces chroniques. Honnêtement, on voit depuis septembre à maintenant, on est en décembre, on sent l'évolution dans son écriture. Je pense qu'il coécrit avec Gaëtan Delferrière, qui est aussi un humoriste qui officie de temps en temps sur Vivacité. Oui. On sent un super beau développement dans leur écriture. Et donc ça c'est génial. Il y a le lundi matin, t'as Laetitia que je prononce pas mal son nom de famille. C'est Mempaka, je crois. Enfin, si j'ai mal dit son nom de famille, j'en suis désolé. Mais elle, c'est moins de la punch, c'est plus de l'éloquence et tout. Et elle aussi, son évolution est tout à fait délicieuse. Mm-hmm. Et ce qui est génial, c'est que c'est une femme. Et grâce aux femmes, on apprend l'humour différemment. Parce que les hommes, on a toujours été en force. Et les femmes ont plus de subtilité. Okay. Et du coup, quand on lit les deux, on arrive sur quelque chose de plus intéressant. Et après la fin de l'aventure chez Typique, après 2 saisons, ça s'est très bien passé. Voilà. Vraiment, ça c'est en douceur. Bah, t'as une première chronique sur Elio Di Rupo qui est censurée, mais que tu postes sur tes réseaux sociaux néanmoins. Oui. Et peu de temps après, on t'annonce que tu es plus... Mais pas peu de temps, hein. Pas peu de temps, ouais, Non, c'est pas peu de temps, c'est vraiment pas peu de... C'est 5 mois après. Ah, quand même, ouais. Ça m'a semblé plus court. Le temps passe vite quand on s'amuse. Mais non, alors ce qui se passe en fait, c'est que je fais une chronique. Bon, mais sur Di Rupo, mais là quand j'annonce la chronique, je dis que je vais parler que de lui. Mais parce qu'encore une fois, je parle d'actualité. Et il s'avère que cette semaine-là, dans l'actualité, c'était lui. Il était venu faire 3 interviews à la RTB. Et encore une fois, en fait, j'ai pas inventé, j'ai juste répété ce qu'il disait. Et bon, ce qu'il disait était tellement débile que non, c'était vraiment débile. Hein, que moi, j'ai juste eu comme conclusion quand j'entends ça. Pour définir ce gars, tout ce que je peux dire, c'est la réplique de Dickeneck. Quelle clé de se paye, trop du cul de merde. Et j'ai vraiment dit toute la réplique, ce qui manquait de subtilité, puisque j'aurais juste dû m'arrêter à quelle clé de se paye et vous connaissez la suite. Mais j'ai pas... Moi, je suis parti du principe, bon, je cite une réplique d'un film qui est, je crois, un des derniers films comiques que la Belgique francophone a produit. Et je dis ça, et ce qui se passe, en fait, c'est que moi, je fais la chronique le mardi matin, 8h40. La RTB le diffuse le mardi à midi sur Facebook, 12h30 sur Instagram. Le lendemain, ils font un best-of avec cette blague. Ils diffusent 1h30 sur TikTok. Le jeudi, on m'appelle en disant « Alors, il semblerait que tu étais un peu vulgaire. » Et moi, il semblerait. J'ai été... Il n'y a pas de il semblerait, c'est clairement vulgaire. Et le truc, c'est que le producteur me dit, si on avait pu lire ton texte avant, on serait peut-être pas en train de parler de ça. Et donc je lui dis, ça tombe bien parce que je l'avais envoyé lundi à 8h30. Donc si vous faites pas votre job, c'est pas mon problème, mais le texte vous l'aviez. Et c'est lui, il me fait, ah bon? Le truc, c'est que ça m'a permis de ne pas être viré. Okay. Parce que j'étais là, le texte d'envoi, là ça faisait en fait 1 an et demi que je te faisais des chroniques et ils nous ont toujours demandé d'envoyer les textes et moi j'ai aucun problème à envoyer mes textes parce que je dis je suis confiant de ce que je vais venir vous proposer à la radio. Je dis je n'ai aucun problème à discuter de ce que je vais raconter. Je dis si vous touchez pas à l'idée, ça va. Si vous me dites écoute c'est pas très utile de dire genre la partie trou du cul de merde parce qu'effectivement c'est quand même beaucoup de mots qui amène vraiment à rien de ouf, je peux l'entendre. Mais bon, ils ouvrent pas leur mail. Du coup, ils n'ont pas vu. Et en parallèle, en fait, moi, comme je partageais les chroniques sur YouTube et qui m'ont dit non, mais on a remarqué que tu partageais tes chroniques, tu ne peux pas parce que t'as pas les droits à l'image. Okay. Je leur ai dit, mais c'est mon texte. Et on fait, ouais, mais c'est nos images. J'avais dit, bon, si, comme c'est mon texte, je tourne la chronique chez moi, genre le lundi soir. Et je la publie sur YouTube et que le lendemain je viens la tourner dans vos studios, ça va? Il me fait oui. Je dis c'est vraiment con, mais je vais le faire. Okay. Et donc quand ils m'ont dit on va la retirer des réseaux, je dis honnêtement, vous la retirez, ça va lui donner plus de visibilité parce que je vais la republier. Oui. Et c'est ce jour-là que j'ai réalisé si tu veux faire taire quelqu'un, laisse-le parler. Parce que un propos que tu ne combats pas, c'est un propos qui va s'essouffler.
puisque ce jour-là, quand ils m'ont dit on va la supprimer, cette chronique, elle faisait 60 000 vues, elle était vraiment en train de mourir, il y avait pas de buzz autour du truc, et on n'en aurait plus parlé. Mais ils l'ont retirée, ce qui fait que moi je l'ai republiée, elle a fait 500 000 vues, il y a eu 3 articles de presse, elle a vraiment, merci pour la visibilité, j'ai envie de dire, mais censurez-moi toutes les semaines, les enfants, ça va être formidable. Bah, la preuve, on en reparle même aujourd'hui. Bah oui. Ça veut dire qu'elle a bien ressorti des autres chroniques, je te parle que de celle-là. Donc ça montre bien ça. Parce qu'il y a le mot censure qui est arrivé Oui, dedans, c'est donc il y a un affect sur le fait que, bon, enfin, il a été censuré, comment c'est possible? Mm-hmm. Et donc voilà, mais oui, ça a toujours été un truc sur la censure, c'est quelque chose de mignon où tu mets, mignon, c'est quelque chose où tu mets de la lumière, genre, Manuel Valls, quand il était Premier ministre en France, son combat c'était d'interdire Dieudonné. Et qu'il ait raison ou tort, cette année-là, Dieudonné, c'est celui qui a vendu le plus de billets. Ouais. Tu sens que son projet de Manuel Valls, il n'a pas été au bout. Mais c'est ça, tu veux vraiment faire taire quelqu'un, laisse-le causer. Mais donc il y a finalement, c'est pas si court entre le moment où tu fais cette chronique et le moment où il y a 5 mois. Mais ce qui se passe, c'est que c'est que la saison se termine et puis après, on te dit que on veut quelque chose de plus léger, plus feel good et plus rassembleur. Voilà. Comment t'as vécu ça? C'était pas cool, mais c'était pas cool dans la mesure où en fait ils m'ont dans un premier temps proposé une 3e saison. Ok. Et 10 jours après, c'est la directrice au-dessus qui fait non, alors on était un peu trop rapide en besogne. Et finalement, il y a pas de 3e saison. Et donc c'est le côté juste. Il y a un manque de communication flagrant et ça, mais peu importe quel secteur, tu vas me dire juste, j'ai aucun problème à ce que tu me dises que on termine. Juste communiquer mieux, parce que si tu me dis on fait une 3e saison et 10 jours après tu me dis finalement pas, okay, ouais. Je dis c'est gênant, mais bon voilà. Après en soi, je préfère me dire ça a été une belle expérience, ça m'a donné de la visibilité et je souhaite à ceux maintenant qui le font, qui vivent la même chose. Tu vois, genre Florent Leçon, moi j'espère qu'il y a une des chroniques qui va vraiment péter parce que parmi les nouveaux en chronique, je me dis s'il y en a bien un que j'aimerais bien voir exploser, c'est lui. Et donc je me dis il a l'opportunité d'occuper un poste que j'ai déjà occupé, je sais la visibilité que ça peut apporter. Youpi, plutôt que de ressasser quelque chose de négatif par rapport à moi, je préfère juste voir le positif pour l'autre parce que ça fait gagner du temps. T'as aussi fait en 2020 une tournée des barbecues. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? C'est une idée qui est pas de moi. Je pense que Haroun avait fait ça avant moi. Ouais. Moi, j'avais suivi les vidéos, j'avais trouvé ça vraiment cool. Et ce qui se passe en 2020, c'est qu'on n'a pas, il y a toujours les restrictions sanitaires par rapport au théâtre. Et donc, tu peux aller dans une salle genre de 600, mais tu ne peux faire venir que 200 personnes. Les gens doivent être accroupis parce que s'ils sont dans telle position, ils tombent plus vite malades. Enfin, c'est des règles où t'es là, ouais, ça va être long. Et donc je m'étais dit, à ce moment-là, je suis suivi par 15 000 personnes, donc c'est gérable. Et je m'étais dit, je vais pas attendre, d'avoir des conditions correctes dans une salle. Je vais aller chez les gens. Donc je fais une vidéo, et je dis voilà. Et là, j'ai un point intéressant dans cette tournée barbecue, ou en tout cas j'ai réalisé puisque j'ai appris mon métier différemment. Je m'étais dit la liberté d'expression, comment l'appréhender? Puisque quand je suis sur scène dans un comedy club, dans un théâtre ou dans un bar, je me dis c'est les gens qui se déplacent qui doivent se renseigner sur ce qu'ils vont voir et qui doivent accepter l'univers des artistes en se disant après éventuellement tu peux débattre avec la personne. Tandis que là c'est moi qui allais chez les gens. Donc je disais si jamais il y a tel ou tel sujet qui vous dérange, dites-le moi avant et il n'y a pas de problème puisque c'est moi qui m'invite plus ou moins chez vous. Je peux ne pas aborder tel sujet. Et tu vois, quand en privé, les gens sont là, vas-y, tu donnes tout. Ils veulent 2 fois plus. C'est hyper trash. Mais par contre, c'était drôle parce que quand tu pars en tournée barbecue, comme celle-là, il y a un jour, la première date, c'est devant 6 personnes. Okay. Et c'est on mange. Et puis à un moment, c'est bon, je me lève. et je fais mes sketchs. Sauf que comme t'es avec 6 personnes avec qui tu viens de manger, quand je fais des sketchs, les gens continuent la conversation. Il y a pas vraiment le mode allez maintenant on est en spectacle et donc parfois tu fais des fausses questions oui. Genre alors c'est pas cette question-là mais c'est la question cliché, tu vois, je sais pas si vous avez déjà remarqué, ça t'amène sur des choses. Là les gens ils vont te faire non. Oui, alors non, c'était pas exactement. Mais c'est intéressant parce que je me suis dit OK, quand je fais mes sketchs devant des gens après qu'on ait mangé et tout, s'ils m'interrompent, c'est que moi j'ai pas encore trouvé le bon chemin
pour arriver exactement à ce que je veux. Et donc j'étais là, ok, je peux retravailler mon propos différemment pour faire en sorte que la personne n'ait pas juste envie de me dire, dis, tu me rappelles un truc là. Et donc c'était très enrichissant. Ouais, ça a contribué à améliorer ton spectacle que tu avais déjà joué un petit peu avant 2020, avant le confinement, et que t'as on a eu le feeling, hein. On a créé le nouveau spectacle, c'était décembre 2019. On l'a joué en janvier 2020. Et puis on avait organisé la tournée de rodage commençait le 18 mars 2020. Et ce jour-là, à midi, bravo, on est bloqué à la maison. T'as eu le flair. Mais alors, il y a la radio, il y a les vidéos, il y a les spectacles que tu vas pouvoir reprendre à un moment donné avec les systèmes de jauge, de réouverture des théâtres, de fermeture, etc. Mais il y a un événement qui est encore plus important, qui se passe le 9 septembre 2021 à 23h44. C'est la naissance de ton fils. Ouais. Alors, comment c'est d'allier la vie de père de famille à celle d'humoriste? Alors, t'as pas le droit d'arriver avec des trucs émotifs. C'est comment dire. Oh, putain, je suis ému. Moi, je suis quelqu'un qui pleure facilement. Mais attends. Je peux passer à la question d'après si non, tu veux. Non, c'est une chouette question. Alors comment la gérer? Bon, au début, c'est un peu effrayant parce que tu sais la question est-ce qu'il fait ses nuits, machin. Tu sais au début de la vie, il doit manger toutes les 3 heures. Donc en fait, non, personne ne fait de nuit à ce moment-là. Lui, nous, personne dort. Mais du coup, comment mêler les deux? C'est déjà être entouré de gens bienveillants. Donc j'ai un manager qui s'appelle Jonathan Cartelli qui est juste formidable. Et bon, il a fait, on va aussi organiser les dates en fonction parce que t'as un bel événement, youpi. Mais le bel événement pour qu'il perdure, c'est de donner de la nourriture à ce bel événement parce que sinon il vit pas longtemps. Et pour pouvoir donner de la nourriture, faut quand même travailler. Sauf que moi, j'ai un travail avec des horaires particuliers. Et donc, on a fait la tournée, mais après, c'était de voir, ok, à ce moment-là, à quel endroit se trouvent ma compagne et mon fils, pour faire en sorte que, ok, je joue le spectacle, et puis après, boum, je vous rejoins directement, ou alors le petit va aller dormir chez ma maman, chez la grand-mère, chez ma sœur. Enfin, on est une famille très soudée, donc ça aide. Ok, félicitations pour tout ça. Et je le dirai à ma maman parce que c'est elle l'investigatrice du projet. Félicitations à elle alors. Et une fois les mesures adoucies, tu reprends la tournée avec ton spectacle. Donc PE raconte des histoires drôles. Et justement, en fait, t'as un changement entre le début en 2020 et après la naissance. Je crois j'ai 45 minutes de spectacle qui ont changé. Ok. Parce que le truc c'est que quand je suis devenu papa, j'ai découvert un univers que je connaissais pas du tout et il y avait des choses à dire. Il y avait des choses à dire. Justement, il y avait des choses. Ouais. De quoi tu parlais dans ce spectacle? Il y avait des trucs par rapport à la scène, par rapport au message que je reçois, puisque forcément la visibilité, ça engendre des réactions. Et t'as des réactions positives, négatives, et puis t'en as des réactions complètement inattendues. Et j'avais un sketch sur le fait que j'ai reçu un message d'un gars qui m'a demandé de changer de nom de scène. Parce que le gars en fait m'explique qu'il a un ami qui s'appelle Pierre-Emmanuel, qu'on le surnomme aussi PE et que malheureusement il est mort à la guerre. Et donc moi j'avais abordé le sujet en disant mais quelle guerre, parce que enfin donc j'ai eu un échange avec le gars, il m'a envoyé le faire-part du gars Pierre-Emmanuel. C'est un militaire français qui est mort dans un accident d'hélicoptère au Mali. Okay. Et je me suis dit je vais pas commencer à parler de la présence des troupes françaises au Mali puisque j'y connais que dalle à la situation géopolitique, et je vais me concentrer sur le fait que le gars veut que je change de nom de scène parce qu'il a un ami qui s'appelle comme moi et qui est mort, et je me suis dit s'il fait ça avec tous ses potes, c'est dur. Cette fête, j'espère qu'il travaille pas à la commune, quoi, parce que sinon, comment vous appelez? Arnaud? On va changer ça. Et en fait, de là était parti juste tu sais, je parlais juste du fait, que moi, ça m'avait amusé le côté genre, quelle guerre? Et je suis parti sur le principe que comme moi, je suis en Belgique, nous, on n'est pas en guerre en Belgique. Et je disais juste heureusement, puisque, quand tu vois les news par rapport à l'armée belge, ça met pas en confiance sur le fait d'être en guerre. Et j'ai fait le top 3 des plus belles prouesses de l'armée belge. Et je concluais sur le fait qu'il y avait le top 1. C'est un technicien à la base de Florène qui a fait exploser un F-16. Mais tu vois, on n'a pas besoin d'être en guerre, nous on le fait nous-mêmes.
Mais en fait, le truc, c'est qu'à force de faire ce sketch, un jour, j'ai eu le technicien en question dans la salle. Oh, waouh. Ouais. Et le truc drôle, c'est lui, tu sais, il vient, il me dit, c'est moi, et j'y crois pas. Et pour me convaincre, il me dit, si tu veux, je te montre la vidéo. Et donc, moi, j'étais surpris, parce que j'étais là, t'as une vidéo. Et il m'a montré la vidéo, et c'était un bijou, quoi. C'était un collector. Et du coup, en fait, c'était pour revenir sur des choses humaines, parce que finalement, t'as beau partir sur plein de trucs, on revient toujours à quelque chose d'essentiellement humain. Et même là, l'armée, il y a moyen de continuer de faire des blagues. Il y a un article de presse qui est sorti il y a pas longtemps qui disait, je cite, si la Belgique rentrait en guerre, on serait très rapidement à court de munitions, donc on enverrait des cailloux. Et toi, à un moment, t'es là, moi je suis humoriste, je voudrais faire des blagues, mais arrêtez de voler mon job, parce que... Et c'est un général qui dit ça, quoi, donc tu sens la confiance. Ouais, on va commander des graviers. Est-ce que t'as eu l'occasion de capter le spectacle? Alors, le truc, c'est que je l'ai capté, mais que pour le diffuser à mes enfants. Ok. Ouais. Donc si je veux voir le spectacle, je dois devenir un de tes enfants, c'est ça? Oui, voilà. Tu mets une pancarte, PE adopte-moi, et si ce jour-là je suis de bonne humeur, ça marche. Qui sait, je dirais à ma compagne, écoute, on va avoir un beau bébé. Non, en fait, c'est parti d'une réflexion par rapport justement à la liberté d'expression, par rapport au spectacle vivant, dans la mesure où moi j'aime bien le spectacle vivant, j'aime bien être sur scène, j'aime bien parler avec les gens, avoir un échange. Et je déteste avoir l'avis des gens qui sont pas dans la salle. Ok. Et donc, je m'étais dit, si tu veux me voir sur Internet, ben, je fais des vidéos. Si tu veux me voir sur scène, ben, viens me voir en live. Parce que c'est pas le même exercice. Et parfois, les retours des gens par rapport à une vidéo, c'est tellement inutile, mais c'est énergivore. Et bon, ben, y a rien à faire. Je reste un humain. Je vois les commentaires. Et parfois, c'est même pas des commentaires, c'est des emails. Parce que là, on en a reçu un, c'est il y a un mois, c'est tout frais. Et je fais un passage à Montreux où j'irai plus puisque finalement je veux pas que les passages scéniques soient filmés. Ouais. Mais je fais Montreux et je fais un sketch dans lequel je parle de cannabis et je dis que le cannabis peut chez certaines personnes rendre un impuissant. Voilà, je dis juste ça puis je développe. C'est il y a 7 ans. Et là c'est mon manager qui a reçu un email, genre c'est un mois ou il y a deux et il y a une personne qui envoie un email par rapport à ce sketch, mais qui donne comme objet à l'email le spectacle de PE. Donc je me dis, déjà, il y a un décalage. Non, c'est pas mon spectacle, c'est un sketch qui a lieu il y a 7 ans. Et dans l'email, elle dit, j'adore ce que fait PE. Jusque-là, je me dis, oui. Et ensuite, ben, c'est chouette. Mais après, elle dit, en revanche, dans son sketch sur le cannabis, il dit, deux points ouvrez les guillemets, le cannabis peut chez certaines personnes, et je pense qu'il serait plus utile pour lui de dire puisse. Et moi je me suis dit, tu m'envoies quand même pas un email pour que je change la conjugaison d'un verbe dans un sketch qui a eu lieu il y a 7 ans, et c'est vraiment énergivore. Moi je sais, tu sais quoi, t'es pas dans ma salle, ben t'as pas droit au chapitre. Point. C'est tout. Le spectacle vivant, tu le vis avec les gens qui sont devant toi, et c'est tout. Parce que vraiment, t'imagines, je me suis dit, elle aussi, autant l'autre gars qui veut que je change de nom de scène, elle a du temps. C'est même pas qu'elle corrige une faute d'orthographe, c'est qu'elle propose une autre conjugaison pour un sketch que je joue plus depuis 7 ans. Ouais. Et elle pense que c'est mon spectacle. Incroyable. Et donc vraiment, je me dis, tu sais, ne pas donner l'opportunité à certaines personnes de l'ouvrir, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ça va. Et on est tous cette personne-là pour quelqu'un d'autre. Oui, à un moment donné, oui. Mais bon, dans ce cas-là, c'est moi qui n'ai pas envie de lui... Oh, waouh. Mais donc ce spectacle-là, t'as fait plus de 200 dates, tu l'as joué partout en Belgique, à Liège, Namur, Mons, Louvain-la-Neuve, Chimay, Bruxelles, etc. En France, Lille, Montpellier, Bordeaux, plein de dates en Suisse, au Luxembourg. Quelle a été la meilleure date et la moins bonne? Oh, c'est pas bon comme question, ça. Non, mais en fait, il y a pas, tu sais, t'as des dates où t'es transporté par le truc, et le fait est que avec la visibilité, les salles ont commencé à être plus grandes. Et donc t'as des dates que t'annonces, tu sais, genre la première fois que je fais le forum de Liège, dans ma tête c'est waouh, je fais le forum, c'est Liège et tout, et il s'avère que quand je monte sur scène, j'ai peur, mais parce que tu sais, il y a 1500 personnes, c'est la première fois de ma vie que je fais 1500 personnes pour moi, et donc il y a le côté genre
je suis face à un public qui est venu pour moi, mais il y a la frayeur et puis il y a le fait que je connaissais pas du tout une salle avec une telle distance. Et c'est à la fin, quand il rallume et que je vois qu'il y a un balcon, moi je conscientise et je fais oh, il y a un balcon. Et vraiment, et moi je suis déçu en me disant je les ai jamais regardés alors qu'ils étaient là. Et donc c'est la deuxième fois que je vais au forum que je savoure vraiment la puissance de cette salle. Et j'ai eu le même problème avec le Cirque Royal qui était ma dernière date où j'avais jamais fait 2 heures devant une salle avec cette composition-là, alors que ça s'est super bien passé et tout. Donc, pour moi, les meilleures dates, c'est quand t'es devant 50, 60 personnes. Ok. Parce que là, je connais, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi, c'est le truc où t'es avec les gens, tu vois, la personne qui est tout au fond, tu la vois, tu la sens, non mais, je veux dire, on est tous ensemble et il y a un truc de voilà, et comme moi je suis pas un adepte du ping-pong, tu sais, poser des questions, genre, est-ce qu'il y a des couples ou est-ce qu'il y a des hommes et des femmes, enfin, j'ai des yeux, je le vois, quoi, donc, enfin, il y a des questions que je pose pas, mais, enfin, et parce que j'ai rien à amener derrière, à présent de questions, et donc, tu sais, je parle juste, et tu proposes un bazar, puis si ça connecte, il y a une ambiance, quoi, et je me souviens, la date, vraiment ça, c'est un souvenir, c'est la date juste après le forum. Parce que je passe de 1500 à 250 et quand je reviens à 250, vraiment dans ma tête je suis là, ok, là je suis à la maison, je suis en condition pour pouvoir jouer tu sais, en totale maîtrise, et c'est une date où il se passe plein de conneries. J'ai un public de bon, on est aussi en région liégeoise et non, on est en région Carolo et le truc c'est que les gens boivent mais ils ont leur verre dans la salle. Et j'ai eu 17 verres qui ont pété. Oh, wow. C'est genre, schling, schling, schling. Et mais, j'étais content. parce que c'était une petite salle et donc je savourais. Et ce soir-là, comme c'est pas une vraie salle de spectacle, il y a des pépins. La chaleur est trop forte et donc t'as l'alarme incendie qui s'enclenche. Le truc, c'est que l'alarme, c'est un petit sifflement. Et le concierge de la salle, c'est un gars qui a 85 ans. Son ouïe ne capte pas ce genre de son. C'est une hertz qui n'appartient plus à son spectre de son, quoi. Et du coup, c'est mon manager qui va lui dire, l'alarme. Et t'as le senior qui fait, quelle alarme? Mais sauf que tout ça se dit fort et donc tout le monde l'entend, le public, moi. Et ça laisse un souvenir impérissable. C'est, en fait, pour moi, les plus belles dates, c'est les dates où il y a justement des trucs imprévus et où tu t'arrives sur le pur rythme humain, où t'es là, bon, t'as pas le choix de gérer, puisqu'il y a rien d'écrit, il y a rien de prévu, et là tu viens un truc. C'est pour ça que moi je milite aussi sur le fait qu'il ne faut pas publier les impros de scène, parce que c'est un moment unique que tu vis avec le public qui s'est déplacé pour te voir, et du coup je comprends pas pourquoi t'essayes de rendre ce moment unique que t'as partagé avec des gens, public. Okay. Je suis là, moi je t'ai pas invité en fait, enfin je suis pas invité, j'étais pas là ce soir-là en fait. Ouais. Et du coup je comprends pas pourquoi t'essayes de m'inviter à un moment qui n'a eu lieu que parce que t'avais tout le reste. Mais je respecte, parce que après c'est vrai, moi je regarde. C'est un moyen de remplir sa salle aussi. Il y a des gens qui savent réagir et donc ça encourage les gens à venir dans leur salle. Il y a ça, mais ça aussi indique un peu en erreur, parce qu'après il y a des gens qui découvrent l'humour par ce biais-là. Et quand ils viennent te voir, ils pensent que c'est un speed dating, ils commencent à te causer comme des dingues, t'es là. Alors non, moi je ne fais pas partie des gens qui veulent causer en ping-pong. Je dis, après le spectacle, oui, je suis tellement bavard qu'avec plaisir, on peut parler pendant 2. Enfin, moi, mes après-shows sont plus longs que les shows. Donc, il y a une date que t'as mis en avant sur tes réseaux, c'est le 6 décembre 2022, parce que tu joues ton spectacle à Paris, en point virgule. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi cette date est particulière, le fait de retourner à Paris? Parce que j'ai essayé l'aventure parisienne en 2013 et que ça a été un échec cuisant, mais formateur. Quand je suis parti à Paris, en fait, je suis vraiment parti, mais comme le plus grand innocent de la Terre. J'ai revendu toutes mes affaires, je fais ok, je pars. Sauf que j'y étais tout seul, quoi. Donc ça a été très vite épuisé, tout ce que j'avais vendu. Ça fonctionne pas, puis des raisons privées font que je reviens en Belgique. Et le truc, c'est que les 4 mois de temps que j'ai passé à Paris, ça m'a permis de jouer plusieurs fois par soir, de rencontrer d'autres humoristes, de discuter, de voir des gens qui travaillent, qui écrivent, je joue à 19h, je joue à 22h, entre les deux, j'ai réécrit. T'es là, ah waouh, ok. Et puis je reviens en Belgique et
tu sais, il y a ce truc de bon, ben Paris, ça a pas fonctionné, mais c'est pas grave, je vais le faire en Belgique. Et je me suis honnêtement dit, ça va fonctionner. Je me suis pas planté, mais il a fallu longtemps. mais le truc, c'est que quand je retourne à Paris, c'est pas un côté vengeance, mais il y a ce truc en Belgique, malheureusement, en Belgique francophone, où on a quand même été inculqué, biberonné au fait qu'il faut réussir en France pour être validé dans notre pays. Et puis après, je m'étais dit, bah non, mon parcours prouve que ce qui a fait que ça fonctionne en Belgique, c'est pas la France. Mais quand je retourne donc ce jour-là à Paris, je me dis, hey, tu sais, c'est comme si tu faisais une tape à un de tes potes qui au début croyait pas en toi et puis au final te dit, je l'ai toujours su. Mais donc oui, je retournais là et puis je m'étais dit, c'est juste une date et on va voir. Et je me suis marré. Et bon, je me souviens de la dernière date à Paris en 2013. C'est une date qu'on joue pas puisqu'il y a pas de gens. J'aurais pu le faire, mais ça s'appelle une répétition, quoi. Donc, mais et là, c'est le grand point virgule, c'est 200 places et j'ai réuni 68 personnes et j'étais content. Bon, j'aurais voulu qu'il y ait 200, mais j'avais 68 personnes à Paris, j'étais là, yeah. L'avantage, c'est qu'avec quand t'as un petit public, après on a pu aller boire tous un verre ensemble. Après le spectacle, je prends mon public avec au bar. Bah, je te souhaite les 200 pour la prochaine tournée, en tout cas. Ah, bah merci. Bah oui. Et en janvier 2023, on se croise sur un des plateaux du What the Fun, au Réservoir, pour la soirée sur le thème du Seigneur des Anneaux. Juste. On a fait la soirée sur le Seigneur des Anneaux ensemble. Et c'est quelque chose que j'adore, c'est que tu viens encore te mettre en danger en présentant une V1 dans un plateau avec les nouveaux humoristes, on va dire. Est-ce que c'est important pour toi de fréquenter encore les plateaux? Mais je pense maintenant c'est quand même assez courant, mais il y en a qui le font, qui n'ont plus besoin de le faire et qui ne le font pas. Ouais, mais ça fait longtemps que j'ai pas croisé Pierrette sur un plateau, tu vois. Oui, mais alors là tu cites un exemple qui est complètement différent. Oui, mais... Enfin, je veux dire, lui il a commencé en il y a un moment. Ouais, il y a 1000 ans, donc oui, c'est ça. Non, mais je pense que déjà de sa carrière, il n'a jamais fait de plateau. Oui, c'était pas le meilleur exemple, mais c'est le premier qui m'est venu en tête. Non, mais enfin, après moi c'est là-dedans que j'ai grandi et enfin que j'ai évolué. Et moi j'aime bien et c'est hyper important de ne pas perdre ça de vue parce que là j'ai découvert justement, tu sais, à partir du moment où les vidéos commençaient à fonctionner, qu'il y a eu du monde dans mes salles, il y a un petit côté on sent bourgeoise très facilement, genre oh waouh quel joli théâtre, on est bien, le son fonctionne bien, la lumière est bonne. Et le truc c'est qu'à partir du moment où t'as développé un affect avec les gens qui viennent pour toi, c'est pas qu'ils rigolent plus facilement, mais ils partent du principe que c'est la personne drôle qu'on vient voir. Et quand je vais en plateau, c'est énormément de gens qui savent pas du tout qui je suis. Et donc, les mêmes sketchs fonctionnent pas du tout de la même manière. Et donc, je me suis dit, ne perds jamais de vue un plateau, parce que sinon, tu vas péter les plombs. Tu vas avoir des fautes, et là, mais je suis une vedette. Les gens rigolent, je respire, ils se disent, mais ils respirent tellement bien. Et donc, je fais, ne perds pas ça de vue, parce que, justement, remettre toujours l'église au milieu du village, c'est pas plus mal. Et après, c'est chouette, parce que quand tu fais des plateaux, tu découvres des nouveaux artistes. Et souvent on se dit, alors c'est intéressant de voir les gens qui ont fait ça avant moi, j'ai appris plein de choses de eux, mais les gens qui sont arrivés après moi, j'apprends plein de choses de eux. Je me souviens, c'est pas parce qu'elle est présente dans la salle, mais moi une des premières fois que je vois Fanny Ruet sur scène, je me prends justement une claque au niveau de l'humour, dans la mesure où elle aborde le malaise, et le truc c'est qu'elle vient sur scène, elle en parle, elle crée quelque chose de très intime, et il y a un switch où boum, on arrive sur un gros rire. Et c'est ce jour-là où je me suis fait la réflexion de me dire, ok, l'humour, c'est pas spécialement ce passage en force que moi j'ai vu tous les exemples qu'on a avant, enfin tu sais les sketchs années 90 où t'as Bigard, Muriel Robin, tout ça c'est à quatre murs, mais c'est toujours en force. Tu vois une Fanny qui débarque et c'est tout en douceur. C'est bonjour. Je vous pose ma blague. Là, et tout le monde genre, bien posé, hein. Et non, mais quand tu vois ça, justement, tu dis, les gens qui arrivent après ont énormément de choses à nous apprendre, puisque finalement, ils ont vu aussi ceux qui avaient avant eux, et tu sais, ils se disent, ça j'ai bien aimé, ça j'ai pas aimé, et puis tu sais, il y a une espèce de balayage en disant, ce que j'ai bien aimé, je vais voir comment ça fonctionne pour moi, et puis il faut en fait pas perdre de vue que les nouvelles générations ont énormément de choses à proposer, même quand c'est encore un peu maladroit. C'est génial de voir il y a là aussi, mais il y a Alba, je l'ai eu en première partie il y a pas longtemps. Ça fait que 2 mois qu'elle monte sur scène. Mais là aussi, moi quand je l'ai vue, déjà elle est venue en première partie, moi je l'avais jamais vue sur scène. Okay. Mais je lui ai parlé un jour et elle m'a dit je fais de la scène.
Et moi, juste en parlant avec elle, je dis, elle est drôle. Mais il y a pas besoin de plus, finalement, tu sais, pour accepter une première partie. Écoute, tu me fais rire. Et c'est juste d'une conversation. Je l'ai vue sur scène. C'est effectivement encore très jeune, mais tu sens qu'il y a quelque chose chez elle de drôle. Et quand je le vois et qu'on n'aborde pas l'humour de la même manière, ben, en la voyant, je fais, elle a aussi des choses à m'apprendre. Et donc, je me dis, ben, je quitterai jamais les plateaux parce que, ben, c'est un truc où, de un, tu gardes les pieds sur terre, et de deux, tu rencontres des gens qui partagent une passion commune, et de trois, ben, on n'est pas à l'abri d'une bonne leçon. Ben, ça fait toujours plaisir de te voir sur les plateaux. En plus, t'aimes bien faire des retours aux gens. Je trouve que tu le fais, tu aimes bien le faire. Enfin, moi, j'ai déjà eu des retours. Je suis bavard. Mais j'aime bien. Non, mais c'est chouette. Tu fais des retours et on a l'impression d'être un collègue qui te donne un conseil. Pas ces PE de la radio qui vient nous dire quelque chose, c'est un collègue qui nous donne une info en détente. Ouais, ça dépend. Parfois, je suis un peu virulent quand même, hein, mais bah, moi, c'était cool ce que tu m'as dit. Moi, j'étais content. T'avais fait ma soirée. Moi, j'étais rentré. Ah, bah écoute, j'étais dans ma voiture, j'ai fait, oh, PE, il m'a dit, c'était bien, nanana. Ça a fait ma journée, moi. Bah écoute, merci. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En 2023, on a tous les deux réalisé un rêve qu'on a en commun. C'était de jouer au Bordel Comedy Club à Montréal. Hey. Nice, hein? Ouais. Comment toi t'as vécu le bordel? Trop bien. Alors, pour ceux qui connaissent pas, parce que juste dire comment t'as vécu le bordel. Écoute, formidable. Non, alors, le bordel, c'est un comédie club qui se trouve à Montréal, qui a été créé par, c'est 6 ou 7 humoristes? C'est 6 humoristes en 2015. 6 humoristes. Et c'est les plus gros humoristes québécois là-bas. C'est un lieu, mais c'est divin. Tu sens que ça a été super bien réfléchi. Et il s'avère que dans les 6 humoristes qui ont créé ce lieu, il y a Mike Ward, qui est mon humoriste préféré. C'est vraiment, je l'aime. Mais vraiment, non, mais je l'aime. Oui, je comprends. Je l'aime de ouf, quoi. J'adore ce gars. Et donc, ouais, jouer là, il y avait, en plus, c'est lui qui m'a programmé. Parce que, il m'a pistonné. Mais, non, mais il y avait ce truc de, j'espérais pour moi, aller là. Et le truc, c'est que le public québécois est, très biberonné à l'humour. Disons, c'est super sérieux, quoi, chez eux. L'humour, c'est un truc, parce que la première fois que je vais jouer au Québec, c'est dans le cadre du festival Comédia qui était anciennement partenaire avec le Festival du Rire de Liège. Et c'est en 2016. Et moi, je me rappellerai toute ma vie quand je suis à la douane, le douanier qui me demande, je vais pas imiter l'accent parce que je suis une merde en imitation, mais qui me dit juste, pourquoi je viens? Et je lui dis que je vais faire un spectacle dans le cadre du festival Comédia. Et il me dit, t'es-tu humoriste? Et donc, au début, j'ai un bug parce que j'avais jamais entendu de tu dans la phrase. Mais surtout, tu sais, je me dis, c'est en fait soft. Et je dis oui. Il a fermé mon passeport. Il m'a dit bon séjour. Et je me suis dit, à la question, est-ce que je suis un humoriste à la douane? La réponse oui. C'est aussi cool. Je veux dire, il y a que ça, il y a qu'ici que ça vient. Enfin, tu sais, je veux dire, c'est au Québec. Tu fais ça en Belgique, t'as 2 doigts dans le fion en disant, elle est où la drogue, quoi. Mais, et donc il y avait ça, et puis j'avais rencontré pas mal d'humoristes québécois, et j'aime énormément leur façon de travailler tout ça, et donc ouais, le bordel, je l'avais vu passer dans plein de stories d'autres Belges, et j'étais jaloux, j'étais un jour, moi aussi, et puis c'est arrivé, et le truc, c'est grâce justement à des voyages aussi bien en Suisse qu'en France, au Luxembourg et au Québec, j'ai réalisé que pour moi le plus important, c'était pas d'essayer de parler aux gens de ce qu'ils connaissent, c'est juste les inviter dans mon univers, parce qu'en soi, si je leur parle de moi, comme on vit plus ou moins la même chose, bizarrement, on connecte. Et donc, je me souviens qu'après le bordel, il y a quelqu'un qui vient me voir en disant, est-ce que tu t'es renseigné sur nous? Et je dis, non. Fait putain, tu pourrais être québécois. Et j'étais là, bah alors toi, t'as fait ma vie. T'as réalisé un autre de mes rêves, et là je suis vraiment très jaloux de toi. Ça viendra. Ça viendra, j'espère, mais tu es le premier humoriste belge à avoir été invité dans le podcast Sous Écoute de ton humoriste préféré Mike Ward, qui est un des plus gros podcasts mondialement parlant, qui est énorme. Il a rempli le Centre Bell qui est 21 000 places rien qu'avec son podcast, et c'est des gens qui discutent comme ça. Et là, tous les gens étaient au courant de qui était Mike Ward. Voilà, c'est la grosse différence avec aujourd'hui. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ce podcast, parce que toi tu l'écoutes beaucoup, on a déjà échangé sur le fait que tu écoutais Sous Écoute, et moi aussi. Ouais, moi j'écoute énormément, puis donc quand j'ai été invité, j'étais déjà flatté. Tu sais, quand c'est la personne que t'aimes le plus par rapport au métier qui t'invite, t'es là. Oh.
Moi, j'ai pas dormi pendant une semaine. Non, parce qu'il y avait il y a le truc de, ok, je le fais, je suis invité, donc ils ont confiance. Et en même temps, il y a le fait, tiens, j'espère que je vais pas être décevant, que je vais pas te décevoir. Et puis ça s'est bien déroulé. Le truc, c'est qu'à force d'écouter, je m'étais dit, tu sais, dans les podcasts, il y a j'ai l'impression deux styles. T'en as qui essayent d'être drôles, et je préfère les autres. Okay. Tu fais pas de blagues, te parle, et à un moment donné, si ça doit être drôle, ça va rire. Et Mike, il est très fort comme ça, et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est quelqu'un qui est hyper curieux, t'as l'impression qu'il connaît tout. Enfin, moi, mais je l'aime beaucoup, du coup, je suis peut-être pas hyper objectif. Ah, mais... on partage cet amour en commun, ça c'est sûr. Mais ouais, non, donc ça, et le truc, c'est qu'il s'intéresse à tout. Voilà. Si tu veux faire des chroniques radio, deviens comme Mike Ward. Intéresse-toi à tout. Ça marche. La dernière chose que je voulais mentionner sur ce parcours, c'est que la tournée se termine en apothéose le 10 novembre 2023 au Cirque Royal. Ouais. Comment t'as vécu ton premier Cirque Royal? J'espère que c'est pas le dernier. Pas trop. Alors oui, moi j'espère aussi que c'est pas le dernier, mais c'est pas trop mal. C'est effrayant quand même parce que les gens sont hauts. Ce que j'ai aimé le plus, c'est de partager l'aventure avec d'autres artistes. J'ai invité Gaëtan Delferrière et Sacha Ferrand en première partie. Et du coup, comme ça, je pouvais partager le stress. Parce que... Non, mais il y a du monde, quoi. Et du coup, avant chaque spectacle, t'as des premières parties. Et puis, il y a quand même full talent en Belgique. Mais ça c'était un des beaux souvenirs. Puis un autre beau souvenir... Pour moi, le truc le plus chouette au Cirque Royal, c'est que j'ai eu l'autorisation d'occuper la loge royale. Et donc, au lieu de mettre Mathilde... qui est la reine des Belges, j'ai mis la reine de mon royaume, c'était ma mère. Oh. Ah ouais, j'étais tellement fier. Maman est dans la loge. Et je lui avais envoyé un message et j'ai dit, tu vas être installé dans la loge royale. Elle fait, non! Et je dis, si, et comme son compagnon s'appelle Philippe, ils se sont dit, bon, on n'est pas loin du truc. Et donc, ouais, ça, c'était vraiment chouette. Et bon, comme ça s'est bien déroulé et tout, yes. Bon, moi, je suis ému, moi. Non, mais je suis un fils à maman de ouf, et tu sais, avoir une date comme celle-là, qui se passe bien, qui se termine avec une standing ovation, et me dire ma mère est dans la loge royale, j'étais là, alors là, le prince est ravi. Donc ouais, non, c'était chouette. Mais à choisir, même si c'est une belle salle et tout, je crois que je préfère faire 2 fois, genre le centre culturel d'Oderghem où c'est 700 places, où je suis plus en communion. Parce que, bon, alors là, c'était une première fois, c'est le même problème qu'avec le Forum de Liège, tu vois, il a fallu que je le fasse une 2e fois pour réaliser la salle, juste en termes d'architecture. Et là, au Cirque Royal, t'as genre 1000 et 1000. Et de nouveau, quand la salle s'allume à la fin, merde. J'ai pas beaucoup regardé en haut. Et donc, il y a un côté de démesure, mais c'était chouette. Et c'était, alors, dans ma tête, pour moi, le Cirque Royal, c'est l'Olympia belge. Et comme un de mes humoristes préférés, c'est Raymond DeVos, il avait dit un truc par rapport au spectacle vivant que j'aime bien. Il a dit, je fais l'Olympia parce que c'est l'Olympia, mais sinon, je fais pas au-dessus de 800 parce que sinon, je sais pas m'adresser au dernier rangé. Et je m'étais dit, oh, c'est bien ça, c'est bien. Et comme la plus grande partie de ma carrière, j'arrivais même pas à remplir 50, je me suis dit, je vais m'appliquer ce truc. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière? Je t'avais déjà posé la question dans le premier épisode. Je vais voir si la réponse a changé. La suite de ma carrière, que ça se passe bien, hein, franchement, pas plus, mais ouais. Très bien, c'est la même réponse. Ouais. Tu n'as pas pris un ego démesuré en mode je veux passer sur CNN, je ne sais pas. C'est le premier truc qui me vient. Moi, quand tu as du succès, tu passes sur CNN apparemment, mais voilà. Ah oui? Mais non, c'est le premier truc. Tu as vraiment, il y a plein de gens qui se disent de quoi ils parlent. Mais non, mais CNN. Ouais, je sais pas. Parce que c'est le premier truc qui m'est passé. Mais tu évolues que en français. Non, je joue en anglais aussi. Ah, ok, d'accord. Voilà. Parce que sinon, c'est quand même bizarre. Ouais. Moi, mon objectif, je change d'identité, je parle en anglais, et waouh! Mais non, ok, CNN. C'est le premier truc qui m'est passé par la tête. Je sais pas pourquoi. On peut enchaîner. Bien sûr, enchaînons.
dans le podcast, tu le sais, je finis toujours par l'interview name dropping. Oh, le name dropping. Ça y est, on est sur CNN. On vient de switcher. Tu avais fait ça aussi dans le premier épisode. J'ai une ligne de conduite assez cohérente. Donc je te demandais à chaque fois de me donner un humoriste pour chaque catégorie. Tu dois être limité à une seule personne. Québécois, français, suisse, allemand, peu importe. Mike Ward. Ça marche. L'humoriste belge qui sera le prochain à faire le Cirque Royal. Bah, j'en sais rien. Que tu aimerais voir dans le Cirque Royal. Oh, il y en a beaucoup, mais je crois que j'aimerais beaucoup Dena. Ok. J'aimerais beaucoup Dena. Et je dois développer ou on est bon? Ça me bon, ça me va, moi. Ok, Dena. Je lui souhaite aussi. Ouais. Humoriste incroyable. Et d'ailleurs, épisode super cool dans Les gens qui doutent. C'est pas parce que Fanny est là, mais je l'ai écouté en Gens qui doutent, très bon podcast. Très bon Fanny, podcast aussi. Mais tu vois, Fanny aussi, j'aimerais bien l'avoir au Cirque Royal. Bah oui. Mais c'était pas dit, mais en fait. Mais t'as dit Dena, c'est... Mais alors oui, mais il est nul ton jeu. On a droit. On peut pas avoir genre 3 noms. Ah bah t'as un troisième. Dena, Fanny et JP. Ino JP. Ça marche. Ah oui, j'ai même une validation du public. Mais oui. Ouais. Mais non, mais ouais, mais il y en a tellement qu'on aimerait bien voir exploser. Bah c'est trois anciens invités du podcast, donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Je leur souhaite de faire. C'est con que t'aies changé d'avis. Et alors il y en a un. Non. Mais oui. Non, ok. J'adore les trois. L'humoriste le plus drôle en coulisses. C'est hyper méchant. Est-ce que ça veut dire qu'il est aussi drôle sur scène ou Non, pas? non, ça veut juste dire que lui a ce truc d'être encore plus drôle en coulisses, mais d'être très drôle sur scène aussi, ça n'empêche pas. Mais moi en coulisses, par exemple, je suis pas drôle du tout avant un spectacle parce que je suis en stress, donc je suis pas drôle en coulisses. Tu vois ce que je veux dire? L'humoriste le plus drôle. Il y en a qui sont concentrés sur leur scène, il y en a qui... Mais alors, il fait plus de scène actuellement, mais James Dino. Ok. Alors lui, en loge. Et le truc, c'est qu'il est vraiment bouffé par le stress. Mm-hmm. Mais en loge, par contre, pas du tout. Ok. Il y a pas de stress, il avait vu et tout ce qu'il voit devient drôle. Mais c'est d'un naturel déconcertant où t'es là, mais, et nous, comme on stresse parce qu'on va aller sur scène, quand tu le vois lui, t'es là, moi je voudrais être ce gars-là, mais sur scène. Ça. L'humoriste qui fait les meilleures chroniques radio. Il a été viré de Typique. L'humoriste qui fait les meilleures chroniques radio. Lequel qui a été viré? Attends, pour le moment, il y a Alexandre Kominek sur France Inter qui fait vraiment des beaux bijoux. Il y a Florent Lawson qui aussi délivre des tout bons trucs sur Typique. C'est une petite chaîne sympa. Et attends, j'avais vu qui d'autre parce que il y en a plusieurs. Il y a Walidia aussi qui est vraiment tout bon dans cet exercice-là. Vraiment. Lisa Delmoitier aussi. Ouais, putain, c'est juste Lisa aussi. L'humoriste qui t'a fait le plus rire en 2023. Bah, ça, c'est vraiment une bonne question. Bah, merci. Mais non, parce qu'il y en a eu plein, mais t'as pas envie d'élargir la question sur, non, mais rire comment? Parce que il y a genre, si tu partages une scène avec un humoriste avec qui tu t'entends méga bien et que malencontreusement ce jour-là, cette personne-là bide, il se peut que ça déclenche un rire divin. Et donc, malencontreusement, ça pourrait être le plus gros rire de l'année. Mais non, il y a Manon Le Pomme. Mm-hmm. Manon Le Pomme, je crois, ouais, elle, chaque fois que je la vois, je décroche, quoi. Moi, je décroche, je pars dans des rires que moi-même je connaissais pas par rapport à moi-même. Mais bah ouais, Manon. Et l'humoriste qui t'a surpris en 2023, que t'as découvert ou que tu as trouvé qu'il est passé à un autre niveau? Mike Ward. Non. Ah, mais je l'ai eu en première partie il y a pas longtemps. C'est Adèle. Je trouve qu'il fait une super belle évolution. Et dans les belles évolutions, j'avais vu aussi Juan que j'ai adoré. Qui a fait son premier Montreux. Ouais. J'ai oublié de la citer, mais je crois partout je pourrais la citer. Elle est surprenante, elle est douée, elle est innovante, inspirante. C'est Sarah Lélé. Sarah Lélé. Ouais. Okay. Alors là, vraiment, ça a été c'est une claque dans la mesure où on rejoint ce que je disais sur Fanny. Tu vois, elle passe en douceur, mais il y a peut-être pas un peu plus de force par rapport à Fanny. Et alors le truc, c'est que c'est brillant d'intelligence. Je pense comme Fanny, hein, parce que sinon j'ai peur qu'on comprenne pas mon propos, mais c'est vraiment elle peu importe quand je la vois, je me dis toujours waouh. C'est vraiment le mot que je dis. Waouh.
Et je rigole aussi, hein, mais wow. Sarah Lélé, notez. Et j'ai demandé aux auditeurs du podcast s'ils avaient des questions par rapport à toi. Et il y a une question qui est revenue, c'est qu'est-ce qui fait une bonne mitraillette? C'est la question. Mon humour, ils en ont rien à foutre. Alors, et le podcast non plus, mais la mitraillette, ils veulent savoir. Qu'est-ce qui fait une bonne mitraillette? Ouais, c'est la question qui est revenue. Bah, il faut un bon pain. Non, c'est vrai. La baguette que tu vas utiliser doit être bonne parce que j'avais été dans une friterie que je nommerai pas parce que sinon, chez Antoine ne sera pas content. Mais non, mais le truc, c'est que tu sais, quand t'as les trucs touristiques, maintenant on te dit ouais, une friterie, elle a été numéro 1 pendant des années. Il dit Johnny Hallyday est venu manger une frite. Et t'as dit donc c'était il y a longtemps. Et le truc, c'est que genre si tu prends un pain qui est un peu élastique, c'est pas bon. Donc il faut un pain un peu plus croustillant, qui soit suffisamment, pas piccolo, il faut que ce soit un peu plus grand parce que sinon il y a pas assez de place pour mettre la viande, enfin, sauf si tu prends des petites viandes. Mais ouais, parce que moi c'est des mitraillettes hamburger parce que sinon t'as d'autres variantes. Mais donc c'est ce que les gens veulent savoir. Moi, putain, et je réponds sérieusement en fait. Non mais c'est ça. Je suis en train de parler de mitraillettes. J'ai réalisé au moment. Mais comme invité Maïté. Mais les gens veulent savoir. Je pense que les gens, je vais teaser comme ça. Je vais dire à la fin de l'épisode. Okay. Il va dire quelque chose sur les mitraillettes, écoutez jusqu'au bout, c'est pour que les gens écoutent tout le podcast. Et les gens veulent juste savoir donc, ça. Hein. Alors, il y a ça, la sauce, un pain suffisamment là. Alors ça, par contre, c'est en fonction des goûts. Ok. Mais toi, ta sauce, les gens veulent savoir. Moi, j'adore la sauce andalouse. Voilà. Mais j'adore aussi la Brasile. Ah. Mais parce que ça, c'est vrai souvent. Tu prends un truc, il y a des gens, mais enfin, je dis, mais je mange pas avec ton palais. Du coup, je mange en fonction de ce que j'aime. Et le truc, c'est la sauce, mais il faut pas en mettre trop parce que parfois tu vas à la friterie et il y a des gens dans les friteries qui oublient tu sais la sauce dessus ou à part, et moi j'ai envie de dire un peu dedans, beaucoup à côté. Mais si tu me mets un raz-de-marée de sauce au-dessus, ben c'est pas bon dans la mesure où toutes les frites qui se trouvent englouties de sauce, elles vont juste se ramollir. Et tu perds en fait, t'as l'impression de manger une purée avec de la sauce. Et j'étais là, non, à la base, je voulais une frite quand même qui soit un peu croustillante à l'extérieur, un peu moelleuse à l'intérieur. Et là, tu te retrouves juste avec je veux dire, en fait, si tu mets trop de sauce au-dessus de tes frites, tu te retrouves avec déjà ce que t'as digéré, mais encore à l'extérieur. Et donc, non. J'adore que tu as passé plus de temps à répondre à la friterie qu'au cirque royal. J'adore ça, j'adore. Mais oui, mais ça c'est un truc non, mais j'ai une vraie explication, c'est que tu vois, par exemple, on est ensemble ici et on vit un truc où si tu me parles du cirque royal, honnêtement, je pense personne va s'identifier parce que et genre il y a aucun pisciniste qui fait aujourd'hui je fais le cirque royal. Ouais. En revanche, les frites. Tu sais, genre, par exemple, ça, je l'avais vécu comme une frustration. J'annonce le cirque royal, je suis suivi par plus de 200 000 personnes, et j'annonce le cirque royal, et moi, je me dis vraiment, les gens qui me suivent, ils me suivent parce que je suis censé être drôle, et ils vont être contents pour moi. 600 likes. J'annonce que j'ai un chat. 8000 likes. 8000 likes. Tu veux mon chat? Tu vas bouffer du chat. Du coup, maintenant, je fais des stories, et j'ai des gens qui se sont mis à me parler. Depuis que j'ai annoncé que j'avais un chat, moi je reçois vraiment des conversations. Alors comment va Kubi? Moi aussi je vais bien. Ah non, c'est un truc de dingue quoi. Qu'est-ce qu'il mange? On me demande l'alimentation de mon chat. Je te me dis ta gueule un peu. Quoi. Mais non, mais vraiment. Enfin, on va pas commencer à tergiverser sur ce que mon chat mange. On s'en fout. Mais c'est un truc. Et du coup, tu vois les réactions. Je parle du cirque royal. Il y a une attention. Je parle de la mitraillette, c'est alors quelle sauce toi. Il y a cette petite différence, donc je prends plus de temps aussi sur la mitraillette parce que je partage aussi cet amour du truc. Donc le pain un peu plus large, la viande elle passe dedans, la sauce pas dessus. Et alors ça c'est un choix personnel, pas de crudité parce que pour les mêmes raisons que la sauce, ça ramollit de bazar. Et tu sais quand t'as une bonne vieille tomate qui vient juste rendre ton pain tout petit. Non, si tu veux vraiment une salade, fous-la à côté, mais pas dedans. Et alors, des petits oignons frits. Et alors là, et si tu veux vraiment sublimer le bazar, un peu de poudre de paprika. Et je sais pas pourquoi les gens toujours ils me disent il manque la bière. C'est normal parce que je la mange avec un Fanta en fait. Les goûts. Ok.
La mitraillette, je la mange avec le Fanta. Une fois que j'ai terminé, alors je prends 2 Fanta. Une fois que j'ai fini mes 2 Fanta et ma mitraillette, là, je tasse avec une bière. Ben, les gens voulaient savoir s'ils sont contents. Et ben maintenant, vous savez. Et la toute dernière question que je pose à chaque épisode. Un durum. Qui est-ce que toi, tu voudrais entendre dans le prochain épisode? Je vais te surprendre. Mike Ward. Bah, tu sais quoi, moi aussi. Alors moi je sais pas qui parce que t'as reçu quand même déjà. Il y a presque 80 humoristes dans le podcast. Ok. Et t'as eu français, suisse et québécois. Ouais. Est-ce que t'as déjà eu Sarah Lélé? Pas encore. J'aimerais bien entendre Sarah Lélé. Ça marche. J'en prends note. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes mes plaisir. questions. Faites du bruit pour PE s'il vous plaît. Merci. Merci. Et merci à tous d'être venus. Merci aussi à l'équipe du Petit Kings. Vous pouvez faire du bruit pour Fanny à la régie. Alba au bar. Merci à tous d'être venus pour PE. J'espère que vous vous abonnerez au podcast et que vous écouterez d'autres épisodes. Il y en a des chouettes. Je suis pas objectif, mais je trouve vraiment que ça vaut le coup de les écouter. Merci beaucoup d'être venus. Il y en a des chouettes qui impliquent qu'il y en a des... Merci. Et merci à tous d'être venus, bien évidemment. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.